Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Ça faisait un petit moment sur cette chaîne que j'avais pas posté une vidéo. Et aujourd'hui, on va pas vraiment parler de cinéma de manière artistique, mais plutôt technique. Et je vais vous montrer un petit produit que j'ai acheté récemment, c'est ma nouvelle caméra. Voici donc le Fuji X-T2. Alors je vais commencer par vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai acheté cette nouvelle caméra. Donc tout simplement, voilà, je ne sais pas si vous êtes au courant et si vous suivez l'actualité des caméras et des hybrides et des appareils photo, vous devez certainement savoir que chez Fuji, ils ont sorti très récemment le Fuji X-T4, qui est, on va pas se mentir, une bête de course en matière de photo et de vidéo. Donc j'ai regardé un peu les caractéristiques de cet appareil, ainsi que des autres, comme le Panasonic GH5 et ce genre de choses. Et j'ai comparé et je me suis rendu compte que l'appareil photo Fuji, maintenant avec sa stabilisation et son écran retournable, est pour moi, ce n'est que mon avis personnel, mais le meilleur hybride du moment après comparaison. En tout cas pour l'utilisation que moi je veux en faire dans le domaine de la vidéo et un petit peu de cinéma, court-métrage, etc. Malheureusement, cet appareil n'est pas encore disponible à la vente et il ne sera que le 30 avril. Et moi j'avais besoin d'une caméra pour le 22 avril, date à laquelle je pars en voyage au Mexique. Enfin si tout va bien, parce que pour l'instant avec l'épidémie c'est un peu la merde, mais bon on verra. Et donc je pars au Mexique, ce qui est un voyage assez particulier, assez loin. J'ai jamais fait de voyage aussi loin, voilà, je vais tout vous dire, traverser l'Atlantique pour moi c'est la première fois, et même sortir de l'Europe c'est la première fois. Donc je trouvais intéressant de vous faire des plus belles images que d'habitude, et d'avoir une caméra un petit peu plus... qui gère un petit peu plus le game, quoi, voilà. Et qui plus est, qui est plus légère que ma grosse caméra Sony, qui actuellement est quand même assez compliquée à transporter, et voilà, il y a quelques désavantages. En plus, j'avais envie de faire beaucoup plus de photos, chose qu'on ne sait pas faire avec ma caméra Sony, voilà. Mais du coup, le X-T4 n'est pas disponible avant le 30 avril, et j'avais besoin donc de m'acheter un modèle antérieur. Donc il y avait le X-T3, il y avait le X-T2 qui faisait les performances vidéo que je voulais. Et il se trouve que j'ai choisi le X-T2 parce que je l'ai trouvé d'occasion, pas très cher, donc 530 €. C'était une occasion intéressante parce que j'allais pas l'acheter neuf en sachant que après mon voyage, quand le X-T4 sera vraiment sorti et mis en vente, j'investirai probablement dans le X-T4. Donc du coup j'ai acheté un modèle antérieur de manière à pouvoir déjà commencer à investir dans les objectifs Fuji et dans du matériel qui peut fonctionner avec la gamme Fuji, voilà tout simplement. Donc du coup j'ai choisi ce petit boîtier qui est assez cool, vous allez le voir tout de suite, je vais vous montrer et vous détailler un petit peu toutes ses fonctionnalités. Donc bien sûr, à l'achat de cet appareil qui se présentait dans cette petite boîte, j'ai reçu toute une série d'accessoires qui vont avec et qui sont assez indispensables, à savoir donc le chargeur, ça c'est indispensable. J'ai reçu également une petite batterie de rechange, chose qui n'est probablement pas avec à la base, mais à mon avis le gars, comme il se débarrassait de tout son matériel Fuji, il s'en foutait de la petite batterie. Et je crois que c'est une sous-marque d'ailleurs, c'est pas une de chez Fuji, non. Mais voilà, c'est toujours pratique d'avoir une petite batterie de rechange, surtout quand on part en voyage. J'ai reçu également un petit flash comme celui-ci, donc puisque l'appareil n'est pas muni d'un flash intégré, il y a un petit flash avec, et ça c'est assez chouette, parce que voilà, dans certaines conditions, c'est intéressant d'avoir un flash pour la photo, évidemment, pas pour la vidéo. Bien sûr, malheureusement, l'appareil était vendu boîtier seul, donc il n'y avait pas d'objectif avec, donc c'est maintenant que je vais devoir investir dans un objectif prochainement, donc j'ai regardé un petit peu les objectifs d'occasion et neufs, ce que je pourrais avoir d'intéressant, donc ça ce sera pour la suite, j'ai encore un peu de temps avant de partir. Donc sur le boîtier, nous allons retrouver les réglages de base des vidéos sur les molettes qui se trouvent au-dessus. Donc on a ici les ISO, on a un petit bouton pouf pour débloquer, et on peut régler donc les ISO sur 400, sur 800, avec des valeurs prédéfinies déjà, et on peut les modifier, enfin, on a quelques valeurs entre les deux. Et alors une fois qu'on a réglé ces ISO, on peut bloquer la molette, et là elle ne tourne plus. Ce qui est assez pratique pour éviter de dérégler l'appareil quand on est sur des réglages bien précis. Alors juste à côté, on a la molette qui va indiquer la vitesse d'obturation. Donc là aussi, on pourra régler la vitesse d'obturation. On peut aussi la mettre sur automatique et sur le B, ce qui va permettre en fait de monter les secondes quand on fait des longues expositions pour faire des photos par exemple de la Voie lactée ou ce genre de choses. Ici, pareil, on sait bloquer la molette à l'aide du petit bouton et clac, elle ne tourne plus. Et la troisième molette, c'est la correction d'exposition. Donc ça, c'est quand on met un réglage en automatique. Par exemple, ici, la vitesse est en automatique. Vous allez pouvoir faire la correction d'exposition pour... donc selon si on veut une image plus claire ou plus foncée en fonction du réglage automatique.
il va adapter votre image. Voilà. On pourrait également sur cet appareil retrouver le bouton déclencheur ici, qui va permettre à la fois de faire une photo et de lancer la vidéo. Contrairement à certains appareils comme les appareils Canon notamment, où il y a un bouton exprès pour la vidéo. Alors d'un point de vue photo, il y a également le flash ici, sur lequel on retire le petit cache, et on va pouvoir donc plugger un flash externe, parce qu'il n'y a pas de flash... il n'y a pas de flash intégré à l'appareil, mais ce n'est pas important de toute façon pour la vidéo. Et moi, c'est mon registre principal. Donc c'est un boîtier à objectif interchangeable, ce qui va me permettre donc d'ajouter des optiques comme celle-ci par exemple. Donc celle-ci est un objectif qui appartient à ma mère. C'est un 18-55 2.8. C'est celui que j'utilise en ce moment, que je lui pique tant que j'ai pas encore d'objectif. Je vais bientôt acheter un objectif, donc clac, hop, on a un objectif ajouté à notre appareil et ainsi on va pouvoir donc faire des prises de vue de cette façon. Ce système que je n'avais pas avec mon ancienne caméra, puisque c'était un objectif fixe, est très intéressant dans la mesure où on va pouvoir du coup investir dans du matériel d'objectif, dans une collection d'optiques différentes qui vont nous permettre de faire des prises de vue différentes. Voilà, donc ce qui va être intéressant aussi en matière de vidéo sur cet appareil, c'est ici on a des petits connectiques et on a notamment la prise micro pour plugger donc un micro directement et enregistrer le son avec une meilleure qualité. Donc la prise micro classique, micro jack. Donc ça c'est toujours utile parce que c'est pas sur tous les appareils, donc voilà. Et ici, un petit plus, c'est qu'on a une petite sortie HDMI, ce qui va nous permettre en fait d'enregistrer et de sortir un signal en HDMI pour pouvoir éventuellement l'enregistrer en externe. Et ça, c'est pas négligeable non plus, c'est assez chouette. Alors de l'autre côté, on a également une chose très intéressante, c'est qu'on a ici les emplacements pour les cartes SD et on a donc deux emplacements de cartes SD. Ce qui va nous permettre de choisir ce qu'on enregistre sur la première carte et sur la deuxième carte. Donc voilà, on peut mettre deux cartes. C'est quand même assez intéressant. Notamment par exemple si vous faites à la fois de la photo et de la vidéo, vous pouvez enregistrer la vidéo sur une carte et la photo sur une autre carte. Voilà. Et par exemple si vous faites que de la photo, vous pouvez enregistrer les JPEG sur une carte et les RAW sur l'autre carte par exemple. Voilà, c'est toujours utile. Alors une chose intéressante aussi que je vais vous montrer, c'est un petit peu l'ergonomie de l'écran, parce que je le trouve assez chouette, malgré qu'il n'est pas monté sur rotule, ce qui serait très intéressant pour un appareil, pour faire de la vidéo, c'est très intéressant, parce qu'on peut le retourner et faire donc du vlog. Mais ici, on a quand même la possibilité de l'incliner vers le haut et vers le bas assez facilement. Et on a également un petit bouton ici qui nous permet, clac, de le décaler sur le côté. Alors j'ai jamais utilisé cette situation, je sais pas trop à quoi ça peut servir, mais voilà, j'imagine que ça doit être utile dans certaines situations. Voilà. Voilà donc pour ce boîtier d'un aspect extérieur. Maintenant, je vous propose d'aller un petit peu dans les menus, regarder un petit peu quelles sont les fonctionnalités photo et vidéo, parce que c'est surtout la vidéo qui va nous intéresser dans mon domaine. Donc j'allume l'appareil. Déjà, ce que vous pouvez voir, donc du coup, si je modifie ce dont je vous parlais tout à l'heure, si je modifie les ISO, vous allez voir que ça va se modifier sur l'écran, vous voyez, dans le fond à droite, on a les ISO qui se modifient, clac, clac, clac. Donc ça c'est intéressant parce qu'on peut les modifier directement avec la petite molette du dessus. Pareil pour la vitesse d'obturation, donc là on peut mettre la vitesse qu'on a envie. Donc là par exemple 8000, 4000, 1500 et on peut la modifier à l'aide de l'autre petite molette ici sur le côté pour avoir des valeurs un petit peu plus précises. Et alors comme je vous le disais tout à l'heure, si on laisse la vitesse en automatique, donc l'image qui m'affiche là à l'écran c'est l'image telle qu'elle va être quand on prendra la photo. Donc par exemple je vous donne un petit exemple, on va faire le point sur le cube, voilà. Je donne un petit exemple, clac. Donc voilà, on a cette image là et ça c'est l'image qu'on avait tout à l'heure, donc avec l'exposition de tout à l'heure. Si je modifie maintenant avec la molette d'exposition, je peux par exemple avoir une image plus sombre. Donc là, on va diminuer l'exposition. Et là, il va calculer la vitesse d'obturation, donc qui est mise en automatique, en fonction, justement, pour que cette image soit plus sombre. Et donc, quand on va prendre la photo, on aura une image plus sombre. Et pareil, bien sûr, si on veut une image plus claire. Donc là, il a carrément calculé la vitesse d'obturation. Il l'a carrément mis très basse, en fait, puisqu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Donc pour avoir une image beaucoup mieux exposée, il a besoin de diminuer la vitesse. Donc bref, voilà, vous avez compris ce concept-là.
Et maintenant, je vais vous montrer un petit peu les diverses performances, essentiellement en vidéo, puisque c'est ce qui nous intéresse ici. Donc, pour passer sur la vidéo assez simple, je vais vous montrer, c'est cette petite molette-ci, clac, 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 et on se met sur le mode vidéo. Paf. Voilà, donc maintenant, je vais vous montrer un petit peu les réglages qu'on a. Donc, pour voir les réglages, on a deux solutions. On a soit le menu, ici, donc qui va contenir tous les réglages de l'appareil photo, soit carrément le menu rapide. Donc ça, c'est un truc qu'il faut configurer, mais qui est très intéressant sur ce genre d'appareil, et qui va nous permettre en fait de choisir différents réglages qu'on a mis à la base. Donc ici, par exemple, en vidéo, j'ai les réglages de balance des blancs auxquels j'ai accès facilement. Donc avec diverses options, on peut même la calculer normalement manuellement. Voilà, moi j'allais sur auto pour l'instant. Ici, j'ai les réglages de vidéo, et donc vous pouvez voir en fait que on peut filmer du 4K à 25 images par seconde. On a également la possibilité de faire 24 images par seconde, ou la possibilité de faire 30 images secondes, comme ça. Et on peut également faire en HD avec ces 3 fréquences d'images aussi, sans aucun problème. Et en HD, on peut aussi le faire en 50 images secondes. Alors voilà, il y a également ici le gain du micro, donc ici on va le laisser comme ça. On peut ici régler le gain du micro de l'appareil ou du micro externe qui sera branché. Et ici, dernière option très intéressante sur cette caméra, c'est le mode grande vitesse, où on va pouvoir faire des vidéos en Full HD à plus grande vitesse. Donc ici on est à 60 images secondes. Si on voit pas bien, on va regarder dans le menu, je vais vous montrer. Dans le menu principal, vous allez voir, ça va être un peu plus clair. Donc si je vais dans l'option vidéo grande vitesse, clac, on a toutes les options, et donc on a 2 fois grande vitesse à 60 images secondes, et là on aura donc du 120 fps, ici à 50 images de seconde, donc du 100 fps, où on peut garder aussi 120 fps, mais avec 4 fois plus lentement, donc avec 30 images secondes, ce qui est suffisant, et pareil ici pour le 25, et on peut également avoir du 24 ou du 23,98, 5 fois ralenti, grâce aux 120 images secondes, ce qui est très intéressant. Et le plus intéressant dans cette caméra, et c'est pour ça que j'ai racheté un nouveau boîtier, en plus de la possibilité de changer les objectifs, ce qui va être très intéressant par rapport à mon ancienne caméra, c'est la possibilité en fait de faire un profil log. Donc par exemple ici, vous pouvez voir, sortie film 4K, on a F-log sur la carte SD ou sur HDMI, on peut choisir, hein, ou les deux. Et donc on a le 4K en F-log. Le F-log, c'est le log de Fuji. Je vous montrerai des exemples juste après pour que vous compreniez un petit peu la différence. Et on peut également l'avoir en Full HD, ce qui est super intéressant pour l'application que je veux faire, et surtout pour du petit court-métrage, ou même... Enfin, c'est toujours très intéressant pour le plus de vidéos. Je vous explique en fait pourquoi, c'est assez simple. Quand on active le log, donc là il est activé, on va avoir une image beaucoup plus laiteuse, d'apparence, mais en fait elle contient beaucoup plus d'informations, car les contrastes sont diminués au maximum, ainsi que la saturation. Donc si vous voulez les détails techniques de tout ça, je vous redirige vers les vidéos et l'initiation de mon ami Corentin Van Asbroek, qui fait des vidéos sur YouTube, des tutos sur YouTube sur la post-production et notamment l'étalonnage. C'est très intéressant, vous allez voir, si la technique vous intéresse à ce niveau-là, et que vous voulez comprendre un petit peu plus les formats log et les RAW et ce genre de choses, je vous conseille très fortement sa chaîne, et je vous la mets donc en description. Ici, je peux vous montrer un petit exemple de ce log. Donc là, on ne le voit pas très bien sur l'écran, mais quand on commence à filmer, on va le voir beaucoup plus. On voit que l'image est très terne en couleur. Donc vous voyez, là, le Rubik's Cube. Là, il est en train de filmer en 4K, donc on va se servir de cet exemple après. Et donc on peut voir que l'image est assez terne, et on va voir après dans le logiciel de montage ce que ça implique. Vous allez comprendre tout de suite si vous ne connaissez pas le principe. Et donc moi, ça c'est quelque chose que je voulais absolument pour partir au Mexique, d'avoir cette option de pouvoir filmer en 4K à 25 images secondes comme ma dernière caméra, mais avec ce profil log en plus, ce qui va me permettre de faire des plus belles images. Voilà. Alors autre particularité dans le Fuji, dans tous les appareils Fuji en fait, c'est que je vous ai expliqué donc qu'il y avait les ISO, qu'il y avait la vitesse d'obturation, et il nous manque un réglage, donc c'est l'ouverture, c'est cet autre réglage qui va nous permettre de fixer notre exposition. Et l'ouverture ne se trouve pas sur le boîtier, ni dans les menus comme sur certains appareils. Elle se trouve tout simplement directement sur l'objectif. Et c'est une ergonomie qui est vraiment très intéressante. C'est vraiment comme sur les anciens appareils photo. En photo, c'est très intéressant, mais même en vidéo, c'est beaucoup plus facile de s'occuper de l'ouverture sur l'objectif. Et c'est ça que j'aime assez bien dans la marque aussi. Donc voilà, là je vous ai montré un peu quelques options vidéo du boîtier.
Mais évidemment, je vais pas vous faire le test complet. Si jamais vous êtes intéressé d'apprendre complètement toutes les fonctions du XT2, donc tous les menus, tous les boutons, etc., dites-le moi en commentaire, à la limite. Je sais pas si une vidéo a déjà été faite là-dessus par une autre chaîne ou quoi. Il y a des chaînes qui sont spécialisées Fuji, faut peut-être voir. Mais si jamais ça vous intéresse, je me renseignerai, j'essaierai de voir s'il existe déjà quelque chose, et sinon je vous ferai peut-être une petite vidéo complète, enfin du coup une grosse vidéo complète où j'essaierai de détailler absolument tous les menus pour vous apprendre à utiliser l'appareil, voilà. Et maintenant, on va faire une petite balade pour faire des vidéos dans la nature. Voilà les plans que je vous ai montrés là, c'est surtout pour voir un petit peu les possibilités qu'on a en étalonnage pour pouvoir refaire les couleurs à partir du profil log. C'est surtout pour ça que je voulais vous montrer ça. Bien sûr, ces plans ne sont pas parfaits parce que j'ai fait ça un peu rapidement et ils ont surtout des problèmes au niveau de la netteté, étant donné que, en fait, je vous explique, c'est que normalement on doit mettre un petit filtre ND parce qu'il y avait beaucoup de lumière et j'avais pas de filtre ND à mettre devant l'objectif, donc j'ai dû fermer l'objectif jusqu'à l'ouverture 22. Ce qui augmente considérablement la profondeur de champ et qui fait diminuer la netteté globale de l'image. Et donc c'est pour ça qu'ils ne sont pas parfaits, mais à l'avenir, quand je pars en voyage, etc., il faudra que je me trouve un petit filtre ND à mettre devant l'objectif, un ND variable, ce serait le mieux, comme ça on peut un peu gérer l'intensité. Parce qu'évidemment, le problème en vidéo par rapport à la photo, c'est qu'on ne peut pas jouer sur la vitesse, étant donné que la vitesse, pour avoir un résultat qui n'est pas trop fluide et qui fait pas mal aux yeux, on est obligé de laisser la vitesse au double de la fréquence d'image vidéo. Voilà. Alors maintenant, je me rends compte que au niveau de la netteté, ça aurait été plus intéressant de jouer sur la vitesse plutôt que sur l'ouverture dans ce cas-ci, parce qu'on gagnait en netteté et on perdait un petit peu peut-être en flou de mouvement, et c'était quand même plus agréable de gagner en netteté que de perdre en flou de mouvement. Mais voilà, c'est une chose à apprendre. Donc nous voilà sur DaVinci Resolve, c'est mon logiciel de montage actuellement, et qui est aussi un logiciel d'étalonnage très intéressant, vous allez voir tout de suite. Donc voilà, j'ai importé les petits rushs que j'ai fait tout à l'heure dans le logiciel de montage, et je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne en fait le log ici. Donc je vous montre brièvement, vite fait, pour que vous ayez un aperçu. Donc là on a ce petit plan de la voie de chemin de fer, donc je peux vous montrer par exemple si je mets en grand, qu'est-ce qu'on voit. Donc vous voyez qu'il y a l'aspect un peu laiteux comme ça, comme je vous avais dit. Donc déjà la première chose qu'on va faire, c'est ajouter une lutte. Et cette lutte va permettre de revenir à une image qui est plus exploitable, enfin qui est déjà plus intéressante au niveau des couleurs qu'on pourra déjà éventuellement utiliser. Maintenant voilà, on peut continuer, c'est toujours mieux de continuer à faire des corrections dessus évidemment, mais vous ne pouvez pas utiliser cette image telle qu'elle est là parce qu'il y a cet aspect justement laiteux du fait de la baisse de contraste et de saturation. Donc ici vous allez dans les luttes 3D, plap, et j'ai téléchargé les luttes de Fuji directement dans le logiciel de montage. Donc là j'en ai 3 qui correspondent au XT2 que j'ai. Je vais mettre la troisième, voilà, parce que la deuxième c'est juste un autre log, et la première c'est en Eterna. Moi je veux une image qui soit classique, voilà. Donc troisième lutte, paf, et là vous voyez qu'on a déjà un résultat complètement différent. Avant
après. Donc là, on a déjà un résultat qui est exploitable dans une vidéo. Voilà. Là, c'est l'image. Après retouche, elle va être beaucoup plus belle que si vous enregistrez directement avec des couleurs convenables. Et là, on va pouvoir faire des retouches qui donnent des résultats beaucoup plus beaux. Là, je vais peut-être aller ici, clac, clac, et couper ça. Ainsi, on pourra voir bien correctement. Donc voilà, là maintenant, c'est net. Enfin, plus ou moins. Hein. Disons que j'ai fait la prise de vue assez rapidement aussi. Mais du coup, on a une image qui est très belle. Bon, il faut bien sûr faire des corrections plus approfondies, mais vous voyez le principe. Voilà. Et vous voyez, par exemple, sur le Rubik's Cube, j'ai fait aussi quelques corrections, donc ça donne ça, paf, paf. Donc, regardez, ça c'est la vidéo originale. Et paf, après correction, voilà à quoi elle ressemble. Et là, j'ai en plus ajouté un petit peu de netteté, parce que moi j'aime bien l'effet très net comme ça. Enfin, voilà. Ça, c'est mon avis. Voilà, donc si vous souhaitez en savoir plus sur le fonctionnement de DaVinci Resolve et de l'étalonnage en lui-même, on va dire, je vous conseille d'aller voir les vidéos de mon ami Corentin Van Asbroek, qui fait donc des tutos sur l'étalonnage, et notamment il a sorti dernièrement un tuto sur le traitement des RAW et des logs. Donc justement, c'est dans le thème. Donc je vous redirige vers la vidéo, vous voyez certainement en suggestion en haut de l'écran. Et je vous mets tous les liens de toute façon dans la description. Voilà. Donc voilà, maintenant, avant de terminer cette vidéo, j'ai fait une petite liste des points positifs et des points négatifs de l'appareil par rapport en fait à la caméra que j'avais avant, avec laquelle je suis en train de filmer là maintenant. Et vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de trucs, même en points négatifs, il y a quand même pas mal de trucs. Mais voilà, c'était un choix aussi de passer sur un autre type d'appareil. Donc déjà, on va commencer par les points positifs pour montrer un petit peu l'utilité d'avoir fait ce choix. Le 4K à 25 images par seconde, ça on l'avait déjà. Mais on a en plus un profil log pour le 4K et pour le 1080p à 120 images secondes. Donc ça c'est bien parce qu'on peut avoir des meilleures possibilités en étalonnage. Pour le traitement des couleurs, ça c'est super. Donc ça c'est un point positif. Deuxième point positif et pas des moindres, c'est la possibilité de changer les objectifs, chose que je n'avais pas avec cette caméra. Et ça c'est un gros point positif pour le Fuji X-T2. Alors petit point positif, le fait d'avoir deux emplacements carte SD, c'est assez intéressant dans certaines circonstances. Donc ça c'est chouette aussi. Troisième point positif. Alors quatrième point positif et pas des moindres, la possibilité de faire d'une part des photos en très haute qualité, en comparaison des photos qu'est capable de faire ma caméra ici, qui sont assez bas de gamme parce que c'est pas une caméra faite pour la photo mais pour la vidéo. Donc cette possibilité de faire des photos à la manière d'un professionnel, parce que c'est quand même un appareil photo professionnel, et ça c'est intéressant, parce que ça me permet moi de faire un petit peu moins de vidéos et un petit peu plus de photos et d'avoir un petit peu moins de post-traitement en montage, ce qui prend énormément de temps, voilà. Donc la photo c'est bien aussi parce qu'il y a certaines choses que je filme parce que j'ai pas trop d'autres possibilités, alors que je pourrais simplement prendre une photo. Et en plus de cette fonctionnalité de pouvoir prendre des photos, qui est quand même la base d'un appareil hybride, il y a la fonctionnalité de pouvoir prendre des photos sur le long terme à des intervalles réguliers, donc toutes les 10 secondes par exemple, et donc de fabriquer un time-lapse vidéo qui est très qualitatif parce qu'il est pris avec des photos d'appareils professionnels, donc c'est une meilleure qualité d'image que même la vidéo en 4K en log. Et en plus, on peut utiliser le RAW, même pour les timelapses. Donc on a la possibilité de faire des super timelapses avec cet appareil. Et il y a justement une fonction intégrée à l'intérieur qui permet en fait d'avoir des intervalles réguliers de 10 secondes ou de plus. Enfin, on peut régler comme on veut. Et enfin, dernier petit point positif qui est assez intéressant dans certaines circonstances aussi, c'est la possibilité de pouvoir en fait personnaliser les menus de l'appareil photo, ce qu'on ne sait pas faire avec la caméra Sony, parce que c'est vraiment un caméscope destiné à une utilisation rapide et efficace, alors que le Fuji X-T2 est plus une caméra, un hybride, qui va nous permettre en fait de personnaliser nos réglages en fonction de ce dont nous on a besoin personnellement, et ça c'est génial. On a également dans le même registre les boutons donc d'ISO et de vitesse d'obturation qui sont au-dessus de l'appareil, et ergonomiquement c'est assez intéressant, ainsi que l'ouverture sur l'objectif. Ergonomiquement je préfère ça que le fonctionnement sur ma caméra Sony, qui était avec des petites molettes sur le côté ou alors sur l'écran tactile directement, et c'était moins intéressant. Alors maintenant pour les points négatifs de l'appareil en comparaison à ma caméra, et vous allez voir qu'il y en a quelques-uns mais qui ne sont pas si importants que ça non plus. Donc déjà le premier c'est l'impossibilité de brancher l'appareil, ça c'est quand même assez intéressant. Il faudrait que je me renseigne, je crois que c'est possible avec le XT4, donc quand je passerai au XT4 ça changera. Mais le tout c'est que en fait cet appareil est un appareil photo avant d'être une caméra,
Et donc en fait il fonctionne toujours sur batterie, on ne sait pas le brancher sur secteur comme on sait le faire avec une caméra vidéo ou une caméra de télévision ou ce genre de choses. Donc ça c'est un petit point négatif quand même qui penche dans la balance. Alors le plus gros point négatif, c'est le deuxième point que je vais citer ici, c'est l'absence de stabilisation du capteur. Donc là, on a un substitut, c'est-à-dire que les objectifs que j'achète ici, donc le 18-55 que j'ai utilisé là, par exemple, est stabilisé, et les autres objectifs que je vais acheter plus tard, je vais essayer de trouver des objectifs stabilisés. Donc là, on règle plus ou moins ce problème. Mais la stabilisation du capteur est quand même un truc assez hardcore en matière de stabilisation, et ça marche très bien. Mais ça, c'est un point qui est réglé avec le Fuji X-T4, ça c'est chouette. Donc quand je passerai au Fuji X-T4, ce point-là sera réglé. Alors petit point négatif encore, l'impossibilité de retourner l'écran pour se voir comme je le fais là en ce moment avec la caméra Sony. Donc ça c'est un peu dommage, mais encore une fois c'est un point qui est réglé avec le X-T4, donc ça ce sera chouette quand je l'aurai. Alors un gros point négatif selon moi aussi par rapport à ma caméra, parce que c'était quand même bien pratique, même si quasiment aucune caméra ne fait ça à part les caméras Sony de ce type, mais c'est la possibilité en fait d'avoir des filtres ND intégrés devant le capteur, qu'on peut juste avec un petit bouton mettre en place devant le capteur. Ça c'est vraiment chouette par contre, et ça on ne l'a pas ni sur le X-T2 ni sur aucune caméra, même sur le X-T4 on ne l'a pas, ni même sur le Panasonic GH5. Tout ça c'est des fonctionnalités qui sont assez propres je pense au caméscope Sony, même peut-être juste à ce caméscope et la version au-dessus. Et ça, c'est dommage parce que c'était vraiment chouette. Maintenant, on a toujours la possibilité d'avoir un filtre ND qu'on vise devant, et il existe des filtres ND variables, et ceux-là, on sait modifier l'intensité de l'assombrissement du filtre, tout simplement, directement sur le filtre quand il est plugué sur l'objectif. Donc ça, ça règle plus ou moins le problème. Et alors, un dernier petit point négatif, chose que ma caméra avait par rapport au Sony X-T2, mais encore une fois, il n'y a quasiment aucune caméra qui a ça, et honnêtement, je m'en suis jamais servi, c'est la possibilité d'avoir la vision nocturne, voilà, qui nous permet de voir en pleine nuit noire, voilà, ou de mettre la caméra, poster la caméra pour observer des animaux, ou ce genre de choses. Ça, c'était assez chouette sur la Sony, mais en toute honnêteté, je l'ai jamais utilisé, et ça m'intéresse pas spécialement d'avoir ça, et les points positifs du X-T2 pesaient bien plus dans la balance que ça. Et voilà, donc après avoir cité ces petits points, on arrive tout doucement à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura montré quelques pistes sur le X-T2. Et je vous le redis encore une fois, si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus sur les appareils Fuji, et peut-être sur le X-T2 ou même sur le X-T4, quand je l'aurai, je pourrais vous faire une vidéo de test complet où on va parcourir vraiment tous les menus de l'appareil. Pour le X-T4, je le ferai probablement, mais si vous me demandez pour le X-T2, je peux le faire. Et je regarderai si vous me demandez en commentaire, je me renseignerai éventuellement pour savoir s'il n'y a pas déjà une vidéo, parce que s'il y a déjà une vidéo, autant vous la partager et pas en refaire une nouvelle, parce qu'il y a des gens qui font des très bonnes vidéos sur Fuji, il y a des chaînes spécialisées là-dedans. D'ailleurs, je vais vous mettre en description une chaîne spécialisée sur les Fuji, comme ça je vais faire un petit peu de promotion. Je sais pas s'il a fait une vidéo complète sur le X-T2, mais il en a fait une sur le X-T3 je crois, et il en a fait sur quelques appareils. Donc, et il explique pas mal, et franchement il est habitué à la marque, c'est assez chouette. Donc d'un autre côté, avant de terminer la vidéo, je vous redirige également vers la chaîne, encore une fois, de mon ami Corentin Van Asbroek, qui lui fait de la post-production pour le cinéma, montage et étalonnage, principalement étalonnage. Donc je vous redirige vers sa chaîne qui fait des tutos à ce niveau-là, et je vous mets encore une fois en suggestion la petite vidéo sur les profils log, puisque je vous en parle dans cette vidéo, c'est intéressant de vous rediriger vers ça. Donc il vous explique en détail ce que c'est et qu'est-ce que ça implique. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vais vous dire à plus tard, je sais pas encore quand, pour éventuellement d'autres vidéos, soit sur le cinéma, d'un point de vue artistique, soit sur la technique, parce que j'aime beaucoup la technique vidéo. Et donc, voilà, ça me plaît beaucoup de faire ce genre de vidéos. Et j'espère que vous, ça vous plaît aussi. Sur ce, à plus tard les amis.